Bonjour Marc, Bonjour Rodolphe. pour ce troisième podcast. Alors, il y avait des sujets en suspens par rapport au premier podcast. Donc, on va voir comment on va essayer de traiter tout ça, ou on va peut-être partir dans d'autres directions. Ce que j'aimerais commencer, c'est sur l'aspect sexuel de l'eau, qui paraît complètement incroyable, et pourtant... j'ai assisté à une de tes conférences, ce n'est pas si idiot que ça, et on verra que l'eau a... Est-ce que l'eau a un sexe? On peut dire ça, l'eau a un sexe? Elle n'a pas de sexe d'ailleurs. L'eau n'en a pas, elle est androgyne. Bah voilà, donc voilà. Mais on va quand même parler de la partie sexuée, aspect sexué de l'eau. Des aspects féminins et masculins, oui. Je voudrais faire un rappel, parce que je ne l'ai pas fait dans le deuxième podcast. C'est l'adresse email où les gens qui nous écoutent peuvent poser des questions et déposer des questions à laquelle tu vas répondre au mois de mai. Donc ça commencera le lundi 2 mai de 19h à 21h et ce tous les jours jusqu'au vendredi 6 mai. Et donc en direct, il va y avoir de l'image. Et en vidéo, oui. En vidéo, ça va être extraordinaire. Et en direct, un peu comme une petite émission. Ça sera une forme d'émission qui sera donc diffusée en direct. On vous donnera évidemment tous les détails. Si vous envoyez des mails. Si les gens voient. J'ose imaginer que les gens enverront des emails. De toute façon, j'aurai, quoi qu'il arrive, des questions à te poser encore et toujours par rapport à ce sujet qui est sans limite. L'eau. Alors, donc, il y a cet aspect sexuel. Ensuite, je pense qu'on pourra, si tu le veux bien, définir l'aspect métrique et l'aspect topologique d'une chose, d'un sujet particulier, en nous donnant des exemples. Donc, je crois que ça rentre vraiment avec ce sujet de la partie sexuelle. Oui. Il y a ça, d'autres aspects. Alors, je ne sais pas si le vide, je ne voudrais pas forcément qu'on consacre un podcast. Ouais, enfin, je ne suis pas sûr que l'on puisse. Le fait d'aborder le vide au fur et à mesure des podcasts, c'est peut-être mieux. Ce serait mieux, ouais. De faire un truc que sur le vide, parce que ça risque d'être vide. Oui, d'accord. Non, mais on peut rester sans rien dire. Ouais. Pendant 2 heures. Ouais. Oui, ça pourrait être intéressant. Complètement. Voilà. Mais je pense que le vide s'appréhende mieux par petits bouts que. Mais bon, on verra plutôt en fonction de parce qu'il y a encore d'autres podcasts. Donc. Oui, il y en aura d'autres. Si on en fait un sur le vide, peut-être que ce sera le dernier. D'accord. Alors, commençons par cet aspect sexuel de l'eau. Donc, l'eau serait, et visiblement à t'entendre, elle, hermaphrodite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, donc l'eau, dans l'imaginaire déjà, pour le français, donc comme on l'a vu, elle est féminine. On dit une eau. On dit une eau. Et il y a aussi ce côté de retenue, c'est ça, hein? Oui, de retenue, puis surtout ce côté de pureté, de virginité féminine, qui est toujours associé à l'eau dans les cultes. Les cultes, comment on appelle ça, les cultes antiques, associés toujours la source, l'eau, à quelque chose de pur et en relation avec la virginité féminine, dans la relation de mariage. C'est-à-dire que dans le Moyen-Âge, si on voulait vérifier qu'une femme avait été fidèle, le problème s'est surtout posé à la rentrée des croisades. Les gens qui partaient guerroyer en Terre Sainte et qui revenaient et qui avaient laissé leur épouse à la maison avec de jeunes pages, de beaux jeunes hommes, pouvaient avoir des doutes sur la chasteté de leur épouse. C'est pour ça d'ailleurs que certains mettaient des ceintures de chasteté qu'on a connues, d'autres faisaient des tests, et en général c'était appelé des ordalis.
Et il y avait 2 grands tests qui consistaient à plonger la main de la dame dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Puis après, bon, évidemment, elle était gravement brûlée. Puis ensuite, de mettre un bandage pour voir si ça cicatrisait. Si ça cicatrisait, ça voulait dire qu'elle était vierge. Elle était restée vierge. Du moins, elle n'avait pas fait d'adultère. Et si au contraire la plaie s'infectait, c'était signe que la dame n'avait pas été fidèle. Une autre ordalie qu'on appelait l'ordalie de l'eau froide consistait à simplement mettre l'épouse dans une source ou dans une fontaine et la noyer, sachant que si elle flottait, c'est qu'elle était adultère, et si elle coulait au fond de la source, c'est qu'elle était vierge. Après, évidemment, le problème se posait quand le test était positif, c'est-à-dire qu'elle coulait au fond, de la récupérer avant qu'elle meure noyée. Eh ben dis-moi, c'est les tests qui font... Donc l'eau servait de jugement de Dieu, oui. pour juger, et c'était évidemment associé on ne faisait pas ces tests sur les hommes, on faisait ces tests sur les dames. C'était dans une époque où c'était les chevaliers qui avaient... Et l'idée qui était derrière, c'est que l'eau était associée à la femme, d'une façon ou d'une autre. Et donc, l'eau n'était pas associée aux hommes. Est-ce qu'on pourrait dire que... Alors, le pendant, ça serait que l'homme est associé au feu, par exemple ? Alors, il y a ça, oui, mais... Est-ce que l'homme était lié à un élément à cette époque-là ? Tu sais pas ? Je ne sais pas, parce que moi j'ai beaucoup travaillé l'eau. Non, mais justement, c'est pas pour te piéger, mais c'est intéressant, parce que on pourrait en déduire que l'homme était associé au feu dans la mesure où il partait en guerre, d'une certaine manière. Oui. Disons que là, on va retrouver quelque chose qui ressemble un petit peu au yin et au yang. Oui. C'est-à-dire que le côté feu, c'est le côté yang, et le côté yin, c'est l'eau aussi, dans la tradition chinoise. Mais je ne sais pas si dans la civilisation européenne, chez les Chinois, oui, ça c'est très net. Que l'homme était associé au pôle yang, c'est-à-dire qu'on peut bien symboliser par le feu, cet aspect expansif et dévorant, alors que le yin, l'aspect féminin, était plutôt associé à l'eau, cet aspect renfermant, centripète. Donc ça c'est sûr. En Europe, pour la femme, c'était clair. La relation entre l'eau et la femme. Dans toute l'Europe c'était des traditions, c'était l'époque gallo-romaine. On sait que tous ces cultes remontaient avant l'époque gallo-romaine, des traditions pré-celtiques, où il y a toujours eu une célébration dès qu'il y avait une source ou une eau pure, c'était associé donc à la femme. Alors, il y a quelque chose qui me vient, on peut aussi voir que l'eau a un lien avec la religion, puisque je crois dans la plupart des religions, on utilise l'eau justement avec tout ce que tu es en train de dire. En religion catholique, on a l'eau bénite. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans le test de l'ordalie, on pouvait... certains qui hésitaient à noyer leur épouse parce que finalement ils l'aimaient bien et qui avaient un risque de la perdre, se contentaient souvent de faire un test, de prendre non pas l'épouse mais un objet lui ayant appartenu et de le tremper dans l'eau bénite, et avec le même principe, si l'objet flottait, c'est que l'épouse était infidèle, alors que si l'objet coulait, c'est qu'elle avait été fidèle à son mari. Donc là on voit que c'était déjà moins barbare comme façon de... Donc on pouvait transposer ça, oui, sur un objet. Et les musulmans, font des ablutions avec l'eau, les juifs aussi, c'est très important. Donc c'est sûr que eau et religion sont fortement associés. Et peut-être, disons même, sans aller dans les religions, parce qu'en dit religion, on pense toujours religion monothéiste. Disons, eau et culte païen étaient aussi extrêmement solidaires. On ne peut pas concevoir d'avoir un fleuve, d'avoir une source, une cascade, sans qu'il y ait une relation avec la divinité. Alors revenons... Divinité qui était souvent féminine.
Donc à ma Ah oui. connaissance, le seul peuple, mais là, bon, et comme je suis scientifique, j'ai pas beaucoup de temps de travailler ces aspects-là, parce qu'il y a d'autres préoccupations. Il me semble que le seul peuple pour qui l'eau a des aspects masculins et non pas féminins, c'est les Allemands, qui ont tendance à mettre l'eau plutôt comme étant quelque chose de masculin, d'aspect masculin que d'aspect féminin. Il est vrai que, par exemple, en Inde, on associe l'eau aussi à la femme. C'est-à-dire que je crois que c'est Shiva, avec les cheveux de Shiva, là, où c'est apparenté à des fleuves. Oui, bon là, j'ai pas assez travaillé la religion indienne. Il faut faire attention en Inde parce qu'il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme, il y a pas mal de choses qui... Oui, mais on retrouve encore ça. Mais alors, revenons au côté hermaphrodite de l'eau. Donc on voit là, par rapport à tout ce que tu as dit, par tradition, dans notre culture, nous avons, alors, et puis on l'a vu déjà au premier podcast, l'aspect vraiment féminin de l'eau en français par le son, par le mot Ève, mère de l'humanité, selon la culture judéo-chrétienne. Et évidemment, on le retrouve dans la religion. Donc, visiblement, comme si l'eau était d'ailleurs comme si les divinités, ou ce qu'on appellerait Dieu, mais bon, après ce mot est voilà. soit Dieu, ou soit en tout cas quelque chose... parce que les cultes païens, on ne peut pas parler de Dieu, c'est autre chose. Non, justement, alors, on peut, plutôt que d'aller dans la religion, revenir directement au culte païen, parce que là, on a des choses originelles. On n'a pas des choses qui ont été interprétées par des docteurs. Si on reprend donc l'aspect féminin de l'eau sous la forme d'Ève, on ne peut pas dissocier Ève du serpent, puisque tout le monde sait que Ève a été tentée par le serpent, ce qui amène à s'interroger sur un petit peu la nature de ce serpent, le serpent pouvant effectivement représenter l'aspect masculin de l'eau. Pourquoi ? Parce que le serpent se faufile sur la terre, il ressemble un petit peu à un spermatozoïde, qui est un attribut spécifiquement masculin sur le plan de la biologie. Et le serpent, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que Ève est tentée par le serpent, et on va trouver alors, un symbole qui m'a demandé pas mal de recherches, c'est cette histoire du pommier, de la pomme. Parce que quand on regarde, en fait, il semblerait que l'histoire d'Ève, de la pomme et du serpent soit en fait une invention du Moyen-Âge. Donc, quelque chose finalement d'assez récent. Tout ça parce que la pomme en latin se dit malus. Malus ? Oui. Comme pour les assurances. Comme pour les assurances, mais surtout comme pour le mal. Ah ouais, intéressant. Et donc, il semblerait qu'au Moyen-Âge, on ait associé la pomme au fruit du mal, parce qu'en latin, ça se dit malus, et qu'à l'époque, comment on appelle ça, ceux qui faisaient de la scolastique, les instruits, parlaient tous latin. Parce qu'en fait, si on remonte avant toutes ces histoires de Moyen-Âge, où ils ont quand même pas mal tripatouillé les mythes pour les arranger à leur façon, il semblerait qu'à l'origine, l'arbre d'Éden, celui qui était l'objet d'attention, était un figuier. Il n'y en a pas un premier. Et il y a aussi certaines représentations qu'on voit sur les cathédrales où le figuier devient une vigne. Et là, avec la vigne, on retrouve quelque chose évidemment de très sexuel, parce que c'est avec ça que se couvrent Adam et Ève quand ils sont nus. Ouais. Donc on voit que là, il y a une espèce de nœud à dénouer. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que quand on regarde un petit peu, bon, la vigne fait le vin, donc qui avant s'appelait
alcool de feu. Quand on boit de l'alcool, on a une sensation d'eau de feu. Hein. Donc ça, c'était typiquement le fruit de la vigne. Et le figuier, lui, était plutôt associé au foie. Alors que la pomme était associée au cœur. Et on voit donc qu'il y a des transformations comme ça qui sont faites au cours des millénaires entre des cultes païens qui prenaient comme symbole la figue. Et pour tous ceux qui ont déjà vu une figue, c'est une image exacte du sexe féminin. Du sexe féminin, oui. La figue. Donc c'est un fruit à caractère éminemment sexuel. Et la vigne aussi, parce que la grappe est un symbole typique du sexe masculin. Avec les testicules et tout. Donc on voit que déjà les païens, quoi, on est bien avant la religion catholique ou le judaïsme, déjà tout ça tournait, il y avait cette notion très forte d'associer le paradis à des fruits qui sont des symboles sexuels, et aussi, évidemment, tout ça en relation avec l'eau, puisque Ève était censée être de l'eau, en fait. Ève symbolisait l'eau. Et c'est elle qui se fait tenter. Donc on pourrait dire, mais ça c'est une interprétation qui est une recherche complètement personnelle, qui m'est venue en lisant de droite, de gauche, en préparant des conférences, que finalement, l'eau est hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il contient des aspects à la fois masculins et féminins, et que le péché originel serait justement de dissocier dans l'eau cet aspect féminin de cet aspect masculin, c'est-à-dire de perdre cette androgénéité. Et ça, on le comprend très bien quand on regarde toute la tradition alchimique, où là, la figure de l'hermaphrodite est quelque chose de très fort. L'hermaphrodite, c'est le but ultime de toute alchimie, c'est de réunir dans un récipient chimique les principes masculins et féminins, et comme toujours, on distillait des liquides. Et toute l'alchimie parle d'eau. Alors, c'est jamais de l'eau au sens de l'eau on entend H2O, et c'est toujours un liquide qu'on distille, jusqu'à faire naître votre lien sur les gravures alchimiques. C'est l'image du roi et de la reine qui copulent ensemble pour fusionner et donner naissance à l'hermaphrodite, qui est la réunion finalement. On retrouve le paradis, où les aspects féminins et masculins ne font plus qu'un et ne sont plus dissociés. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect mythologique, païen qui est derrière. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'ensuite, je mets ça en regard, évidemment, avec la composition chimique de l'eau. Et on va retrouver exactement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la formule H2O, comme je le mets là dans ma fiche personnelle que les gens peuvent consulter. Que les gens pourront regarder sur le site. Voilà, de toute façon, là, au 3e podcast, ils seront déjà... Il y a H2O, mais il y a aussi autre chose qui fait que l'eau est l'eau. Et c'est justement cette autre chose qui est intéressant, parce que on peut, si on l'interprète de façon scientifique et donc mythologique, c'est la liaison hydrogène. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau reste jamais seule, elle forme des liaisons hydrogènes avec une autre pour faire soit un dimère, un trimère. On tombe sur les clusters dont on a vu parler, je crois, au podcast un petit peu. Je crois qu'on n'a pas parlé de cluster, on en a parlé au 2e, ou au 2e. Ouais, je crois qu'on en a parlé. On en a parlé déjà un petit peu, donc on pourra y revenir, parce que c'est quelque chose qui traîne. Beaucoup de gens font référence à ces clusters d'eau, à ces grappes. On retrouve la lavine, d'ailleurs, qui aussi forme des grappes. Et donc cette liaison hydrogène qui a la particularité donc de souder deux molécules d'eau. Et quand on regarde comment les chimistes représentent ça, donc c'est un hydrogène qui vient se mettre en face d'un oxygène, et on a vraiment l'image d'un pénis qui rentre dans un vagin.
sur l'hydrogène, c'est à ça que ça fait penser. Oui, c'est vrai. Là, je suis en Il y a train un de truc, visionner. Là. il y a un truc qui pointe et qui rentre dans un O, donc on retrouve... Dans l'oxygène, alors... On retrouve ce O. De l'oxygène. Ouais. Alors, excuse-moi, parce que là, je t'arrête. Parce que là, ce qui me vient, en plus, c'est que, comme on l'a vu dans le premier podcast, celui à qui on doit le mot oxygène, c'est un Français. Oui, c'est Lavoisier qui... Donc ça, c'est cohérent par oxygène rapport... voulait dire qui génère des acides. Oui, non, mais après, j'entends bien qu'il ne l'a pas... mais c'est intéressant, ces coïncidences, pour en arriver à ce O... du mot eau finalement, et puis se retrouver que les chimistes, dans leur grammaire qui leur est particulier, on utilise ce eau et avec cette description de ce pénis, enfin en tout cas de cette image. Non, mais là on est dans le... On est passé sur de l'allégorie, c'est-à-dire que bien sûr qu'aucun chimiste, à part moi, qui essaye de mettre en relation ce que dit la tradition, le paganisme et ce que dit la science, c'est clair que moi je vois la chose comme ça. Mais la plupart des chimistes voient juste une liaison hydrogène. Ils ne voient pas un pénis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la liaison hydrogène, justement, on peut la voir de deux façons. Soit on peut la voir comme étant la liaison OH masculine covalente qui rentre dans l'oxygène du côté qui serait finalement féminin. Mais si on inverse la proposition et qu'on fait de la mécanique quantique, on voit que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait être aussi interprété comme étant un doublé d'électrons, qui à ce moment-là serait l'aspect masculin, qui vient... Alors, excuse-moi, les électrons là, dans l'occurrence, c'est les hydrogènes. Non, ce sont les paires libres qu'on trouve sur les atomes d'oxygène. D'accord. Qui viennent combler le vide, la déficit de charge électronique de l'hydrogène, de la liaison covalente. Et auquel cas, on inverse les rôles. C'est-à-dire que l'oxygène devient le pôle masculin et l'hydrogène devient le pôle féminin. Donc on trouve l'androgynie. C'est-à-dire dans cette liaison hydrogène, on peut l'interpréter. Soit on l'interprète du côté de l'hydrogène, et à ce moment-là, on met le côté masculin sur l'hydrogène, le côté féminin sur l'oxygène. Soit on l'interprète du côté des électrons, et auquel cas le pôle masculin c'est l'oxygène et le pôle féminin c'est l'hydrogène. Donc ça traduit bien cette androgynie, cet hermaphrodisme de l'eau, en fait, c'est l'hydrogène, pourrait symboliser cet aspect qu'on retrouve symboliquement dans le mythe donc androgyne de l'eau et de tous les cultes qui sont associés à ça. Alors ça, on va aussi le retrouver dans un autre, avec évidemment ce qu'on appelle le yin et le yang, où si on prend cette vision en yin et en yang, donc le yin c'est tout ce qui est centripète, qui a tendance à rassembler, alors que le yang c'est tout ce qui est centrifuge, ce qui a tendance à dissocier. Il faut rappeler, le yin c'est le féminin et le yang c'est le masculin. Alors c'est là où moi on l'a interprété comme ça. Mais moi je préfère l'interpréter sous une définition que je viens de donner. C'est-à-dire que le yin rassemble, le yang dissocie. Donc après, il est vrai qu'en général on se rassemble autour de la femme et qu'on se dissocie autour de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut associer effectivement l'aspect féminin. La femme, c'est elle qui souvent s'occupe du foyer où on se retrouve. La femme, le côté féminin, c'est sûr que c'est plutôt l'intériorité. Voilà, l'intériorité. Donc ça correspond assez bien à cette notion de yin qui serait de rassembler les forces centripètes. Les hommes, ils sont toujours à droite, à gauche. Puis portés vers l'extérieur. Portés vers l'extérieur, c'est la guerre, c'est la conquête. Donc là, on voit très bien cet aspect de dissociation. Et donc c'est pour ça qu'on peut associer de façon assez raisonnable l'aspect yang au masculin. Donc là, on va retrouver ça aussi, évidemment, dans l'eau, puisqu'à ce moment-là, si on regarde
une autre notion de mécanique quantique et électronégativité, on voit très bien qu'il existe donc une relation entre la concentration en électrons dans un atome et la tendance à rassembler ou à dissocier. Et dans cette chose-là, donc l'oxygène serait le pôle yin et l'hydrogène serait le pôle yang. Donc on va aussi retrouver cet aspect sexué de l'eau dans sa combinaison hydrogène-oxygène. Puisque le proton est capable de perdre son électron complètement, il devient H+, qui est une espèce qui se balade. On parle bien de dissociation à ce moment-là de l'eau. Donc on voit bien toute cette relation qui existe entre les principes yin et yang et la structure moléculaire de l'eau. Donc après, ça peut être intéressant, mais ça, on laisse à chacun de faire un peu son chemin quand on sait qu'on est composé en nombre de molécules à 99% d'eau. Oui. Donc forcément, ce comportement, et en tout cas cette description que tu es en train de faire, pourrait rejoindre des... Alors ça va très loin. Ah, ça va très loin. Très bien. Parce que si on admet que l'eau a un caractère sexué, mais que foncièrement elle est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle possède les deux à la fois. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle est asexuelle pour le coup? Ah non, ça ne fait pas la même chose. Ah ouais, c'est pas la même chose. C'est tout, mais ça c'est la grande difficulté qu'on a avec l'alchimie, c'est que la notion d'hermaphrodisme, c'est une chose qui est à la fois elle et son contraire. C'est-à-dire que je suis moi et non moi, à la fois. Donc c'est un concept qui est pas facile à manipuler quand on est dans la science académique, parce que dans la science académique, justement, on fonctionne de façon binaire, c'est l'algèbre de Boole, 0, 1. Et en algèbre de Boole, on ne peut pas être 0 et 1 à la fois. D'ailleurs, il faut savoir que les Grecs avaient déjà associé les nombres pairs au nombre féminin et le nombre impair au sexe masculin. Mais tu sais à quoi tu me fais penser quand tu me dis ça? C'est comme si la science, qui visiblement garde ça, c'est comme un repère, c'est comme un garde-fou. On ne peut pas être l'un ou l'autre. Oui. Il y a vraiment cette... Alors je retrouve un peu cette peur qu'on peut trouver dans d'autres domaines, dans le fonctionnement de la pensée, où il y a cette peur de se perdre dans la nature. Et ce que tu es en train de m'évoquer me fait penser à comme si c'était un garde-fou, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est 0 et 1, une certaine rigueur à laquelle on... Voilà, donc, bon, les Grecs avaient une façon, que j'aime bien, d'aborder le problème, et qu'on aura l'occasion de reparler, quand on parlera de topologie, de vide, tout ça, c'est que comme on l'a peut-être déjà un peu dit, en topologie, tout fonctionne par nombre entier. Et ça, les Grecs étaient très fascinés par cette idée que la nature s'exprimait par des nombres entiers. C'est pour ça qu'ils ont été extrêmement déçus quand on s'est aperçu que la diagonale du carré ne pouvait pas s'exprimer par des nombres entiers, mais par ces fameux nombres irrationnels qui avaient perturbé complètement les Grecs. Parce que ça remettait en cause leur dogme des nombres entiers. Et ils avaient une façon assez amusante de sexuer les nombres. Sexuer les nombres. Oui. Ah, excellent. Prenons un nombre pair. Ouais. Un nombre pair, c'est un multiple de 2. Donc on peut l'écrire 2 fois quelque chose. Ouais. Donc si on appelle ce quelque chose n, une variable quelconque, un nombre pair s'écrit mathématiquement 2n. Mais les Grecs n'écrivaient pas comme ça. Ils écrivaient n plus 0 plus n. N plus 0 plus... Ah oui, tiens. Ce qui fait 2n mathématiquement. Oui. N plus 0 plus n, ça fait 2n. Ouais. Mais philosophiquement, c'est complètement différent. Eh oui. Parce qu'on voit qu'entre les deux n, il y a 0. Eh oui. Et le 0, on est en plein dans le symbolisme. Symbolise évidemment le vagin de la femme. La chose dans laquelle, créatrice, le 0 est créateur, avec 0, on peut faire tout. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous prenez votre calculette, vous faisiez 1 divisé par 0 et vous obtenez ce que vous voulez. Ben oui, 1 sur 0 fait ce qu'on veut.
D'accord. Donc le 0 est une puissance créatrice énorme que n'a pas le 1. Avec le 1, on a 1. Ouais. On n'a pas tout l'univers, tout le 0 qui est compte, enfin, toute la potentialité du 0 s'exprime par 0. Et ça, c'est une première classe de nombres, ceux qui sont divisibles par 2. Il y avait la deuxième classe de nombres, qui étaient les nombres impairs, qui laissent, dans la division par 2, un reste de 1. Si je prends 3 et que je divise par 2, il me reste 1. Si je prends n'importe quel nombre impair, je divise par 2, il me restera 1. C'est sa caractéristique d'être impair. Et au lieu de l'écrire 2n plus 1, comme l'écriraient les mathématiciens aujourd'hui, ils l'écrivaient n plus 1 plus n. Et maintenant, il disait, entre les deux choses, qui sont n, il y a 1 qui est un pénis. Qu'est-ce qu'on trouve entre les deux jambes? Ben oui. On trouve des couilles. Qu'est-ce qu'on trouve entre les deux jambes de la femme? On trouve un 0. Et donc, tous les nombres masculins étaient, tous les nombres impairs étaient à caractère masculin, et tous les nombres pairs étaient à caractère féminin. Et on retrouve, quand on doit marquer notre numéro d'immatriculation, tu vois, on met le 1 pour les hommes et le 2 pour les femmes. Alors, on met le 2, on ne met pas le 0, on devrait mettre le 0. Ouais. Mais pour ceux qui sont mathématiciens, ils auront bien compris que 2, en algèbre binaire, c'est écrit 0. Enfin, c'est écrit 10. Donc il y a quand même le 0. 2, c'est ce qui ramène à 0. Je ne sais pas si tu vas pouvoir en répondre, parce que là, moi, je rebondis par rapport à ce que tu me dis, parce que je trouve ça vachement intéressant. On s'écarte un tout petit peu de l'eau, mais juste une petite aparté, si en tout cas tu connais, parce que là, par rapport à ce que tu dis, c'est génial, parce que vraiment, on perçoit quelque chose. À savoir que, alors, de par ma culture, perso, qui est très maigre en mathématiques, mais la seule chose que je sais par rapport au nombre, c'est qu'on utilise les chiffres arabes. Oui. Et est-ce que tu aurais la signification pourquoi le 0 s'est exprimé avec un rond et pourquoi le 1 oui. Pourquoi ils l'ont écrit de cette manière-là? Oui, bien sûr. Juste une petite aparté pour que tu reviennes après sur ce que tu dis. Le 0 s'exprime comme ceci parce qu'il contient tout et rien. C'est à la fois tout et rien. Et on le voit bien dans le symbole du 0, c'est que si on essaye, le 0, c'est un cercle en fait dans le symbolisme. Ouais. Donc si je me place sur un cercle, tous les points sont équivalents. Ouais. On ne peut pas faire de distinction. Donc à la fois, tout est possible. Ouais. Et tout est équivalent, c'est-à-dire c'est la potentialité, avec ça on peut tout faire. Ouais. Mais on peut aussi rien faire. Parce que justement, le 0 se boucle. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe si on casse le 0? Il se transforme en un bâton et c'est le 1. Et là, on a créé une chose. C'est-à-dire que parmi toutes les possibilités qui étaient sur le cercle, on a choisi un point de rupture, et ça, c'est devenu quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on met la bâton 1, c'est en fait le 0 qui s'est décliné. Et on retrouve ça dans un autre symbolisme, l'Ouroboros, donc. L'Ouroboros. Oui, qui est le serpent qui se mord la queue, qui symbolise justement, pour ça qu'on revient à nous, même si ça n'est pas convaincu. Oh, si, mais... Qui symbolise donc l'aspect non fertile de la réalité, puisqu'il se mord la queue. Donc il tourne en rond sur lui-même indéfiniment. Et le serpent déployé, qui ne se mord plus la queue, qui est donc le spermatozoïde, l'être, le 1, par qui va se produire ensuite une multiplication, parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on a créé 1, c'est fini. Parce que 1 et 1 vont faire 2, 2 et 1 vont faire 3, et 1 génère tous les autres nombres par association. Mais il les génère de façon séquentielle par division, alors que le 0, lui, les contient tous. Non pas par division, mais par extension. Alors, toujours dans l'eau, on va retrouver ça. Et là, je reprends ma casquette de chimiste. Si on revient sur ces clusters d'eau, sur cette liaison hydrogène, qui fait le lien entre les molécules d'eau, on a deux possibilités. Soit les molécules d'eau se mettent avec le E et font donc une chaîne,
ça va être un premier type de cluster, qu'on appelle le cluster dynamique, soit cette chaîne, à un moment donné, se referme sur elle-même. Le fait, donc, le rond se fait le 0. Donc, on retrouve de nouveau 0, 1, masculin, féminin. Et maintenant, sur une dimension supérieure, on n'est plus sur simplement H2O, mais sur H2O n fois. Et on va retrouver donc une eau féminine qui serait en cercle et une eau masculine qui serait en chaîne. La réalité étant que l'eau, comme toujours étant hermaphrodite, les deux coexistent dans l'eau liquide. Parce que si on passe dans la glace, on n'a plus que des zéros, des cycles. Et si on passe dans la vapeur, on n'a plus que des chaînes, puisque la molécule d'eau se trouve réduite à un seul élément. Donc on retrouve bien que l'eau liquide est ce qui réunit le masculin et le féminin dans une même entité. Et donc cet aspect androgyne, hermaphrodite de l'eau, qui est célébré par toutes les traditions. Bah écoute, là tu vas enfin me répondre à une des questions que je me posais, parce que... Oui, le podcast est là pour ça. Tu n'es pas sans savoir que je danse... Oui, la salsa. La salsa. Que tu es un et alors, fanat de salsa. Ouais. Et pour cause que je suis un fan de la salsa. Parce que quand je danse la salsa, j'ai un contact très privilégié avec les femmes. Donc là, on parle depuis tout à l'heure, et on sait, et donc c'est pour ça que c'est très cohérent le fait que je travaille à la fois sur un sujet comme l'eau, et avoir cette passion de danser, et de danser la salsa avec des femmes. Voilà, il y a toujours encore cet aspect finalement haut. Et alors, là où ça devient encore plus intéressant, c'est que il y a deux manières de danser la salsa. Il y en a trois, mais on va dire qu'en France, particulièrement, il y a deux manières de danser la salsa. Et il y en a une, donc les deux, il y en a une qui s'appelle la cubaine, et puis il y en a une autre qui s'appelle la portoricaine. Et là où j'y viens par rapport au cluster, c'est que, et pourquoi je fais référence à la salsa, parce que c'est une danse, et que les corps, comme on l'a vu au premier podcast, est composé de 99% d'eau, donc les corps, c'est de l'eau. Et j'étais toujours très curieux de me dire, mais pourquoi je vais vers telle danse et pourquoi pas vers l'autre? J'explique. La salsa dite cubaine se danse principalement en rond. En rond, eh oui. Le principe, soit on danse en groupe et on est en haut, on forme ce qu'on appelle une rueda, une ronde. Et le principe de la salsa cubaine, que je danse d'ailleurs et que j'affectionne particulièrement, c'est on tourne autour de la femme. L'homme tourne autour de la femme. C'est très très beau. Et à l'inverse, la salsa portoricaine, qui ne se danse pas en groupe, elle se danse, la particularité de cette danse, c'est qu'elle se danse en ligne. Et et là, c'est vrai, je trouve ça excellent. Ah ben, la ligne et la boucle, oui, ça, on va toujours... On retrouve ces deux aspects-là en salsa, par exemple. Mais on le retrouve aussi dans d'autres danses, par exemple la farandole provençale, parce que moi je suis provençal, donc, qui se danse comme un serpent. C'est très joli à voir dans les montagnes, des gens qui dansent dans la garrigue en ondulant, comme ça, donc ça c'est la farandole. Et puis on a les rondes enfantines. Oui, mais pour te dire, par exemple, j'ai essayé les deux salsas. Et celle que je danse maintenant, parce que c'est la seule dans laquelle je me retrouve, et j'affectionne cette danse parce que je trouve que je suis dans une plus grande créativité. D'ailleurs, je pourrais presque dire dans une créativité infinie, à l'inverse de la salsa portoricaine, où là, c'est plutôt très chorégraphié, très... je ne me sens pas assez créatif dans cette danse. Mais il faut faire attention, c'est que le serpent qui ne se mord la queue, c'est l'aspect stérile de la réalité. C'est-à-dire qu'avec ça, on a toutes les potentialités, mais ne s'exprime pas. Alors que le serpent qui arrête de se mordre la queue, qui est donc polaire, avec une tête qui pique et une queue à la limite qui a une petite clochette, comme chez le cobra. On voit très bien que la tête et la queue sont plus équivalents. Ça, c'est la polarité. Et là, on a l'aspect créateur. C'est grâce à cette polarité qu'on peut devenir fertile. On est fertile que parce qu'on a cette polarité. On le voit bien, d'ailleurs, dans la notion... c'est un sketch que j'adore de Raymond DeVos. Ça s'appelle le sketch du bout.
C'est-à-dire que quand on a un objet qui est polaire, si on les associe en chaîne, on garde la polarité. C'est-à-dire qu'il y a une propagation de cette information. Alors qu'un objet qui est en rond, cette polarité est perdue. Elle est détruite. Puisque le serpent se mord la queue. Donc, comme on n'a plus la polarité, on n'a plus la possibilité de créer. Donc, peut-être que toi, ce qui t'attire, c'est plus l'aspect potentiel, c'est-à-dire le fait de pouvoir manier une réalité dans sa globalité. Plus que quand on est en chaîne, là, effectivement, on réalise des choses, une chose, mais pas tout le reste. Quand on est en rond, on est tout à la fois. Oui. Donc, non, mais après, c'est une question, c'est peut-être plus attiré par ces choses-là. Mais on le voit d'ailleurs, enfin, je veux dire, si on peut continuer dans ce parallélisme, on va dire, je vois bien que ceux qui dansent en ligne, par exemple, dansent plus pour ceux qui sont à côté, donc dansent plus pour l'extérieur. C'est plus une danse de show, j'ai envie de dire. À l'inverse de la cubaine, qui se danse donc en rond. Et là, tout d'un coup, on est à l'intérieur de ce cercle. Et c'est vraiment l'échange entre les deux personnes qui font... voilà, et là, on tombe dans toutes ces potentialités. On est dans l'infini. Dans l'infini, tout est possible. Tout est possible. Et rien n'est définitif, puisqu'on est sur le cercle. Voilà. On peut choisir à tout moment d'aller vers un point du cercle et de s'ouvrir. Alors que quand on est en chaîne, non. On ne peut pas. On a fait un choix, et puis après, on peut faire autre chose. C'est pas la question. Mais ce choix qu'on a fait nous suit tout le temps. La polarité se conserve sur la chaîne, alors que sur le cycle, cette polarité disparaît. On peut aussi dire d'ailleurs que ce passage par le zéro est une bonne chose souvent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit remettre à zéro les compteurs. Quand on veut redémarrer dans la vie, qu'on s'aperçoit qu'on a ouvert le cercle au mauvais endroit, et qu'on a besoin de prendre une autre direction, il faut refaire le cercle pour repartir sur toutes les possibilités et avoir l'opportunité de l'ouvrir ailleurs. Et en général, ça s'appelle la remise à zéro. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait ça... Est-ce qu'on peut faire une association d'images avec le zéro, donc cette forme de rond, et la goutte d'eau? Alors... Et cette tendance de l'eau à s'arrondir. Oui, alors la tendance qu'a l'eau à s'arrondir, ça c'est une conséquence de ce qu'on appelle la tension superficielle. C'est aussi une conséquence de la liaison hydrogène. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau qui est à la surface de la goutte est attirée par ses congénères qui sont à l'intérieur de la goutte. Donc elle a du mal à sortir, à aller vers l'extérieur. Puis de l'autre côté, elle n'est pas attirée parce qu'on a de l'oxygène et de l'azote, c'est de l'air, et que l'oxygène et l'azote n'ont pas d'affinité particulière avec l'eau, à part la liaison de Van der Waals, mais qui est tellement faible qu'elle n'est pas du tout en compétition avec la liaison d'hydrogène qu'il y a dans le liquide. Donc ce déséquilibre énergétique, on le traduit en science par ce qu'on appelle la tension superficielle, et c'est ça qui permet... des choses très intéressantes, par exemple, c'est grâce à ça que les insectes comme les guérisses marchent sur l'eau, qui ne coulent pas. Vous pouvez faire flotter une aiguille sur l'eau. Si on dépose délicatement une aiguille sur une surface d'eau, elle flotte. Alors que normalement, elle devrait couler d'après la loi d'Archimède, parce que le métal est beaucoup plus dense que l'eau. Ouais. Pardon, elle flotte, parce qu'il y a cette tension superficielle qui est là, cette membrane élastique, cette peau qui fait l'eau, et comme cette énergie superficielle, elle se traduit scientifiquement par le fait qu'il faut casser des liaisons pour créer cette surface, le système va toujours chercher la surface, la forme qui crée le moins de surface possible. Parce que c'est pour celle-là qu'il y aura le moins de liaisons hydrogène à casser, principe d'économie. Et il se trouve que la sphère, qui est l'équivalent du zéro de la 3 dimensions, est la forme qui, pour un volume donné, présente une surface minimale. Et on retrouve évidemment la forme de la planète Terre. Voilà, alors on trouve la forme de tout ce qui est tendu, qui a une tension superficielle, va avoir tendance à être rond. Ceci dit, c'est une erreur que de croire que les gouttes d'eau sont rondes. Les gouttes d'eau ne sont pas rondes, elles sont ovales. Parce qu'il y a la gravitation qui tire.
À la limite, on pourra montrer, peut-être, t'as peut-être des vidéos là-dessus. Oui, Enfin, il y a des vidéos. ouais, bah, on le voit très bien sur le robinet qui goûte. Ouais. On voit très bien que la goutte, à un moment donné, devient rhodale. Ouais. Mais parce qu'il y a la gravité qui différencie le haut du bas. Et le bas étant à plus basse altitude que le haut, il n'y a pas la même force qui s'exerce. Donc on ne peut plus avoir le cercle parfait qu'on aurait en apesanteur. Mais bon, grosso modo, c'est un cercle. Disons, avec une très bonne approximation, si la goutte n'est pas très grosse. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, mais ça encore, c'est une idée, hein, c'est que les Arabes, quand ils ont créé cette écriture mathématique, en tout cas. Les Arabes, il faut savoir que le zéro, et ça c'est très intéressant par contre, c'est que les Grecs avaient une peur terrible du zéro. Pour les Grecs, le zéro n'était pas un chiffre. Alors, on le retrouve, et c'est quelque chose que, si on ne fait pas de programmation, on ne peut pas comprendre. Mais programmation en informatique. En informatique. Parce qu'en informatique, on a deux façons de faire. On fait ce qu'on appelle des boucles. C'est-à-dire qu'on a une série d'instructions, et puis on a un indice qui permet de dire, une fois qu'on est arrivé à la fin de l'instruction, il faut repartir au début, pour recommencer une deuxième itération. Et on a toujours deux possibilités. Soit on compte à partir de 0, soit on compte à partir de 1. Et ça donne lieu à des problèmes insolubles. Par exemple, ça a donné lieu au bug de l'an 2000. Quand on est passé à l'an 2000, il faut savoir qu'on compte dans la chrétienté à partir de 1. Alors que les Mayas, par exemple, comptaient à partir de 0. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est né, ça définit l'an 1, pas l'an 0. Donc ce qui fait que quand on est passé au XXIe siècle, on aurait dû fêter l'an 2000 en 2001. Et pas en 2000. Ouais. Parce qu'en 2000 ne s'était écoulé que 1999 années. Pour qu'il se soit écoulé 2000 ans depuis la naissance du Christ, il aurait fallu faire ça en 2000 ans. Et ça vient des Grecs qui refusaient l'existence du zéro parce que le zéro est un élément absorbant. Alors c'est pareil que quand on a un an, alors, non ? Alors, mais ça pose l'éternel problème de quand on dit, quand on peut exprimer les durées, il faut toujours savoir si on se réfère on compte par rapport à 0, si on compte par rapport à 1. Parce que je sais que les Coréens, par exemple, ont toujours un an de décalage, parce qu'ils comptent pas comme nous, et je crois qu'ils ont... Ah non, eux, ils comptent au moment, je crois, ils comptent au moment où ils sont le début de la grossesse. Donc quand ils arrivent... Ça n'a rien à voir. Est-ce que le début de la grossesse c'est 0 ou c'est 1 C'est ça le problème. Les Grecs, eux, comptaient à partir de 1. C'est-à-dire qu'ils estimaient que le point de départ commence à 1 et que 0 n'existait pas. Parce que 0 c'est rien, ça n'existait pas. Alors que les Arabes vont introduire le 0, et on peut compter à partir de 0. Et d'ailleurs, quand vous demandez à quelqu'un de compter, il commencera par 1. Il ne commencera pas par 0. Et c'est ça qui est intéressant quand on associe le 0 au masculin, au féminin, et le 1 au masculin, on voit très bien que les Grecs étaient misogynes. Puisqu'ils commençaient à l'homme. L'homme, c'est le départ. Et nous, on continue finalement. Voilà. Et des sociétés comme les Chinois, par exemple, eux commencent à 0. Parce que c'est plus logique de commencer à 0. 0 est le début de tout. Ça changerait quand même beaucoup de choses. Et ça, en Europe, ça a été très très dur, cette acceptation du 0. Parce que c'est grâce à la civilisation arabe qu'on a pu avoir le 0. Et ça a sclérosé complètement le Moyen-Âge pendant 1500 ans. Parce qu'on est resté sur ce qu'on appelle la civilisation gréco-romaine, qui, elle, partait de 1. Et si on part de 1, on s'interdit le 0 et on s'interdit tout un tas de choses. Je trouve que c'est très symptomatique de notre société, et d'ailleurs, ce que tu es en train de dire. Oui, la science a pu vraiment démarrer, la science telle qu'on l'a connue avec Galilée et tout ça, quand le 0 a été introduit en Europe. Avant, on ne pouvait pas, tout simplement parce qu'on n'avait pas la puissance créatrice du 0. Et si le 0 est la femme, ça veut dire qu'on n'avait pas la puissance créatrice de la femme, du moins qu'elle était minimisée.
On ne voyait que le côté masculin des choses. Bon, voilà, c'est d'actualité ce que tu dis. On va en rester là. On va revenir donc sur des aspects de l'eau. Alors, je parlais de la goutte d'eau tout à l'heure. Oui. Et je crois il y a 2 ans, donc c'est-à-dire en 2009, tu avais fait une magnifique conférence qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. Oui, on est sur YouTube. Euh, Mais bon, elle a été saucissonnée. Alors. Oui. Et tu as fait une belle conférence qui avait comme sujet, alors je vais peut-être faire une erreur dans l'intitulé, mais c'était grosso modo la goutte d'eau, tout simplement, les fonctionnements. Et puis alors il y avait quelque chose qui était vachement épatant, c'était ce que tu avais découvert avec le son de la goutte d'eau. Oui, le son de l'eau qui tombe. Voilà. Alors est-ce que tu pourrais nous retracer parce que comme ça, à la limite, les gens ne regarderont plus la goutte d'eau de la même manière. Alors oui. Bon, déjà, la goutte d'eau, c'est la phrase que j'ai mise là, sur ma petite fiche. Ta petite fiche personnelle. Gutta cavat lapidem. Oui, qui veut dire c'est une phrase d'Ovide latine qui veut dire. Alors on peut dire que la goutte creuse la pierre ou que la pierre est creusée par la goutte. Oui. C'est-à-dire qu'il y a dans la goutte d'eau une force. Même une montagne ne résiste pas à une goutte d'eau. Alors que la montagne est le symbole de ce qui est le plus fort sur cette terre. Une montagne comme ça, et ben non, les montagnes sont érodées par les gouttes d'eau. La vie est comme ça, donc dans la goutte d'eau, une humble goutte d'eau, si on la laisse tomber régulièrement, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va pas être immédiat. Mais on va finir par faire un trou énorme dans la pierre. Rien ne résiste à l'eau. Donc rien ne résiste à l'eau. Voilà. Une goutte d'eau, aussi petite soit-elle. D'ailleurs, j'avais donné un exemple dans la conférence. C'est un supplice chinois qui consiste donc à attacher la personne pour qu'elle ne puisse pas bouger, et donc lui faire tomber au milieu du front, là à peu près à l'emplacement où on a la glande pituitaire. Donc sur le front Sur le front, au milieu du front, là où les hindous mettent la petite pastille qui symbolise le troisième œil, c'est de faire tomber pendant des heures de l'eau, goutte à goutte. Et il paraît qu'on devient fou. Tu t'avais dit au bout d'une demi-heure, je crois. Oui, très rapidement, on ne supporte pas du tout. Et d'ailleurs, il y avait un autre exemple que tu avais donné, je crois, c'était ou d'entendre une goutte d'eau tomber. Alors, il y a aussi ce supplice-là qui consiste à mettre la personne dans une pièce où on fait un robinet qui fuit. Et rien que ce bruit, rien d'autre. Une pièce complètement isolée où il y a juste plic. Donc il y aurait quelque chose au niveau de la force que tu vas nous parler là, et puis alors il y a au niveau du son. Alors moi, ce qui m'avait fasciné, quand j'ai fait cette conférence sur la goutte d'eau, donc cette puissance qui est contenue dans la goutte d'eau, et ensuite, donc, cette image aussi que moi je regardais quand j'étais petit. Bon, j'avoue que je ne la regardais pas avec les yeux que je regarde aujourd'hui, parce que, je sais pas, je devais avoir 15 ans, 16 ans, c'était le 20h, à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelait déjà TF1, mais c'était la première chaîne, je crois. Moi aussi, ça devait s'appeler déjà TF1, je ne sais plus. Et on voyait donc la première image du 20h de TF1, c'était une goutte d'eau qui tombait dans l'eau. Et donc cette forme caractéristique, ces vagues, ces cercles concentriques qui s'éloignent, et puis le rebondissement de la goutte, avec une espèce de doigt qui porte la goutte qui est tombée à son sommet, et puis qui se retombe, et ainsi de suite. Donc, ce mouvement qu'on peut étudier avec des caméras à haute vitesse. Et donc, quand on regarde ça en ralenti, c'est un délice. On peut voir le jeu de l'eau, avec donc cette force, effectivement, que la goutte d'eau, quand elle tombe dans le liquide, elle est capable de creuser une cavité. Il faut savoir que l'eau est associée par les hydrogènes, donc ça veut dire que simplement avec la force de gravité, on peut creuser un trou dans l'eau, et que ce trou, ensuite, va subir une instabilité sur le plan de l'hydrodynamique, et que même souvent ça peut faire le trou peut se refermer sur lui-même pour faire une bulle d'eau. Suivant la hauteur, suivant toute une physique de la bulle d'eau qui est passionnante. Et dans certaines conditions, si on n'est pas simplement dans l'eau, mais si on est aussi en rajoutant
d'autres molécules pour changer la viscosité, ou si on change la température, si on est resté avec l'eau pure, cette magnifique couronne. C'est-à-dire que cette cavité se transforme en une véritable couronne royale, avec des gouttes d'eau qui font autour, avec des images sur le net comme ça. Donc on peut regarder tout ça et de voir donc les figures que sont capables de créer des gouttes d'eau lorsqu'elles tombent dans l'eau. Alors avec aussi donc ça j'avais découvert ça à l'époque, que pour simuler le son de l'eau, de l'eau qui coule, de l'eau qui tombe, il fallait faire appel à des algorithmes mathématiques extrêmement sophistiqués. Il a fallu attendre 2009 pour avoir des sons réalistes synthétiques de l'eau. Ah ouais. C'est-à-dire qu'avant 2009, on était incapable. Dans les films, par exemple, où ils font beaucoup d'effets spéciaux, l'eau était toujours rajoutée de façon analogique, non pas numérique, parce qu'on ne savait pas faire une eau réaliste. Il a fallu attendre 2009 pour commencer à avoir des algorithmes qui créent un son numérique assez proche de celui qu'on a aux côtés d'une rivière, aux côtés simplement d'un robinet qui fuit. Donc là, oui, dans la goutte d'eau, il y a tout un monde. D'ailleurs, c'est un proverbe taoïste. Dans chaque goutte d'eau, il y a un monde d'eau. On peut voir l'univers dans une goutte d'eau. Et puis elle a donc, comme je disais, cette forme ronde. Mais moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était ce que tu avais découvert dans le son de l'eau, cette énergie. Tu avais fait une expérience, tu voulais savoir où était passée la perte d'énergie. Ah oui, mais ça c'était un aspect un petit peu technique. C'est toutes les formes dont les scientifiques ont l'habitude d'identifier différentes formes d'énergie, comme l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie de gravitation, l'énergie thermique, l'énergie lumineuse. Donc, le jeu de l'énergie est toujours assez amusant à jouer, parce qu'on a un grand principe, qui est le premier principe de la thermodynamique, qui dit que l'énergie du monde est constante, qu'on ne peut ni créer, ni détruire l'énergie et les donner une fois pour toutes. Ce qui fait que, par exemple, quand on voit une goutte d'eau qui tombe dans une flaque, on sait qu'il y a de l'énergie potentielle qui contient dans cette goutte. Et ensuite, donc, les scientifiques s'amusent à voir comment cette énergie potentielle se répartit en de la chaleur, en de l'énergie mécanique pour faire déformer le liquide. Et quand on fait le bilan de tout ça, effectivement, on trouve qu'il y a à peu près 50% de l'énergie qui disparaît. Dans tout ce qu'on voit, il manque quelque chose. Alors ça, c'est intolérable pour un scientifique. L'énergie ne peut pas disparaître comme ça. Ça veut dire qu'elle va ailleurs, et justement, c'est qu'on néglige donc le son de l'eau. Le son de l'eau, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une énergie acoustique ici. Il faut créer ce son caractéristique. Et qu'une partie de l'énergie va donc sert aussi bien sûr à faire les baguettes, à faire la couronne, le petit doigt là, avec la petite bout au-dessus, tout ça, il y a une partie d'énergie qui sert à creuser le trou, à jouer avec la tension superficielle. Mais il y a aussi donc cette partie qui est purement sonore. C'est-à-dire qu'il y a une énorme partie, quasiment la moitié, qui parle dans le son. Est-ce que ça se traduirait par ces exemples à l'appel où on va à côté d'une rivière, ou tout simplement, si on regarde chez Richard, il y avait une sorte de petite fontaine, juste d'entendre le son de l'eau, ça repose, ça redonne de l'énergie. Est-ce que ça peut expliquer finalement que l'eau apaise Ça, c'était une autre hypothèse qui avait été testée par les scientifiques pour chercher quelle était où passait cette énergie qui manquait, qu'on ne voyait pas. Et une idée, ça avait été de la faire passer dans l'ionisation de l'eau. C'est-à-dire que c'est une autre particularité, d'ailleurs, on le voit très bien. Quand on va près d'une cascade, l'eau
qui tombe sur la roche, qui tombe dans l'eau, ça suffit, va ioniser l'air. C'est-à-dire qu'on va arracher des électrons. Et arracher des électrons de l'air sur les molécules. Ça peut être des molécules d'eau, ça peut être des molécules dans l'air. Tout ce qui est moléculaire peut perdre des électrons. Et on va faire donc, on le sait, au voisinage des cascades surtout, on a beaucoup d'ions négatifs. La concentration en ions chargés négativement augmente de façon significative. Et il semblerait que le bien-être qu'on ressent n'est pas tellement lié au son, du moins physiquement, mais à la production de ces ions négatifs, puisque c'est la base de beaucoup d'appareils dans le commerce, l'ionisateur d'air, qui consiste avec une pointe à faire des ions négatifs, et en général, les gens qui respirent une atmosphère chargée d'ions négatifs sont beaucoup plus détendus. Le son de l'eau, c'est clair, détend, puisqu'on a des tas de disques de méditation. Pour méditer, on fait écouter aux gens de l'eau qui coule, et c'est vrai que ça, par contre, ça a tendance à vider l'esprit, ce qui est fondamental en méditation, puisque quand on veut méditer, mais aux sciences traditionnelles de la méditation, c'est-à-dire se mettre dans un état qui est intermédiaire entre le sommeil et la conscience complète, un état à peu près mi-conscient, il faut se vider la tête. Et ça, c'est pas facile. Donc le fait d'écouter le son de l'eau permet, en visualisant cette eau qui coule, de mettre toutes les pensées dedans et d'avoir après l'esprit calme. Et on sait très bien que quand on a l'esprit qui est apaisé, on voit les choses de façon beaucoup plus nette, beaucoup plus claire, on fait moins de bêtises. Bon, moi je ne mettrai pas ce mot-là, je ne vais pas te titiller sur le mot méditer, mais je comprends ce que tu veux dire par rapport... Non, mais ce sont des techniques de méditation. Oui, mais enfin, c'est souvent le bruit de l'eau. On appelle ça la méditation. Pour atteindre ces états-là. Oui, mais c'est ce que les gens, en général, quand on parle de méditation, on voit cette image de la personne très calme, les yeux mi-clos, qui n'est pas endormie. Ça n'existe pas au pire. Mais qui n'est pas non plus en état d'éveil, c'est-à-dire aller dans ce qu'on appelle les ondes alpha, pour le cerveau. C'est à peu près l'état qu'on a quand on est sur le point de s'endormir. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de parler de la topologie et de la métrique. Avant que tu commences ce sujet très intéressant, donc je rappelle que pour tous ceux et toutes celles qui ont des questions concernant les podcasts, eh bien vous pouvez déposer vos questions sur la boîte email. Alors, je vais essayer de la dire de deux manières, en anglais pour ceux qui sont familiers d'anglais et en français pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, sur elive.marc.henri avec un y @gmail.com. Je répète, alors on va dire elive, ILIVE.marc.henri HENRY @gmail, alors ça s'écrit GMAIL.com. Voilà, c'est l'adresse email spécialement créée pour ce podcast, voilà, pour poser des questions à Marc-Henri, et on y répondra du 2 au 6 mai de 19h à 21h tous les jours. Marc, la topologie. Qu'est-ce que la topologie ? Et puis alors, surtout, quel est le lien avec l'eau, d'une certaine manière ? Oui, on va peut-être commencer plutôt par ça. Parce que c'est vrai qu'on peut faire de la topologie sans vraiment aller chercher l'eau. La topologie est une science mathématique qui n'a pas besoin de l'eau pour s'exprimer. Donc ça fait partie de la mathématique. Alors, en mathématiques, oui, on a plusieurs disciplines, dont la topologie, qui est donc une discipline de mathématiques. On a la théorie des groupes, on a l'algèbre, on a la géométrie, on a l'analyse, donc ce sont des branches. Et ce qu'on peut dire, c'est que la topologie, finalement, c'est ce qui est un petit peu avant tout. Ce qui est avant tout ? Oui. C'est-à-dire, c'est juste au-dessus de la topologie, on trouve la logique.
C'est-à-dire que la mathématique commence à partir de la logique, ce qu'on appelle les tables de vérité. Donc ils font la théorie des ensembles, définit des ensembles d'objets, et ensuite on peut faire ce qu'on appelle de l'intersection, de la réunion, des opérations de base qui vont donner l'algèbre de Boole, les 16 tables de vérité. D'ailleurs qu'on peut résumer en fait avec une seule opération qui est la négation. Qui permet de, quoi qu'on dit non, on peut générer 16 tables de vérité, c'est intéressant, alors que si on dit oui, c'est pas possible. Et après, juste en dessous, donc, une fois qu'on a mis en place la notion d'ensemble, collection d'objets avec ses relations de correspondance, on a la topologie. Et tu sais quoi, excuse-moi, je vais te faire une petite aparté, mais je viens de percuter un truc là par rapport à ce qui a été dit précédemment. Oui. Mais non. Non. Comment ça s'écrit? N-O-N. Et qu'est-ce qu'on retrouve? N-O-N. Un zéro entre deux N. Eh ouais. C'est intéressant ça. Oui, c'est créateur. Ouais. Alors que dans oui, il y a un zéro, mais il y a aussi le I de 1. Ouais. On peut même d'ailleurs écrire oui comme étant l'union du 0 et du 1, puisque le U, c'est le symbole mathématique de union dans la théorie des ensembles. J'ai envie de dire CQFD. Alors vas-y. Donc on a la théorie des ensembles et la logique, puis ensuite la topologie, qui est l'étape suivante dans la science mathématique. Et ensuite, la topologie va donner naissance à l'algèbre, l'analyse suivante, mais métrique ou pas. Donc ça, c'est indépendant de nous. Moi, je suis venu à la topologie pas par la mathématique, parce que je veux dire que on enseigne rarement la topologie. C'est une science mathématique qui est réservée aux mathématiciens. C'est-à-dire qu'on estime que... Moi, j'ai une formation école d'ingénieur, donc là, on est dans la métrique. Donc, toutes ces notions de topologie qui arrivent avant la métrique ne sont quasiment pas abordées du tout. Donc, moi, j'ai découvert la topologie en étudiant l'eau. Et c'est un mathématicien, hein, évidemment, qui lui aussi était intéressé par l'eau, qui m'a fait découvrir ça. En fait, c'est pas tout à fait exact. C'est grâce aux journées toulousaines de l'eau, qui se déroulent donc tous les ans au mois de septembre. Depuis 2003, oui. C'est le rendez-vous en France de tous les amoureux et les chercheurs. Ça s'appelle H2O Mon Amour. Voilà. Donc, où tous les gens qui aiment l'eau se retrouvent tous les mois au mois de septembre. Premier ou deuxième week-end de septembre, se retrouvent à Toulouse, sous l'impulsion donc d'un vétérinaire, Jean-Yves Gaucher. Monsieur Jean-Yves Gaucher. Voilà, qui organise ça. Et à cette occasion, j'ai découvert donc quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'eau, en relation avec les problèmes de traitement de la douleur, et qui travaille donc dans les hôpitaux, qui est monsieur Pierre-Marie-Jean Le Chapelier, et qui nous a donc initié à Toulouse aux travaux d'un mathématicien qui s'appelle Robert King, et donc à ces notions importantes que l'eau définit des structures topologiques qui n'ont rien à voir avec les structures métriques. Ah justement, ce sont les clusters. Justement, est-ce que tu peux quand même donner un tout petit exemple, parce que depuis tout à l'heure on parle de topologie et de métrique, est-ce que tu peux donner un petit exemple caractéristique de la topologie et du métrique? Et après, on reviendra... Alors en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on définit l'un parce que n'est pas l'autre. Oui. Mais un exemple concret du métrique, c'est... Un exemple concret du métrique, avoir une approche métrique de la réalité, c'est dès qu'on utilise des règles et des horloges. Voilà. C'est-à-dire qu'on se place dans ce qu'on appelle l'espace-temps, et dans l'espace, on utilise des règles pour mesurer les distances. Donc on a une métrique quand on a défini comment mesurer une distance entre deux points. On a introduit ce qu'on appelle mathématiquement une métrique. Okay. Et à partir du moment où on a cette notion de distance, il y a la notion de règle, et ça peut être une distance spatiale, c'est pour ça qu'on parle de règle, ou ça peut être une distance temporelle, auquel cas on parle de montre, de chronomètre ou d'horloge, puisque les montres sont des appareils à mesurer des écarts dans le temps, des durées. Et ça veut dire que la forme d'un objet va dépendre
Alors, quand on est Dans le quand on a une métrique, on se pose le problème de savoir à quelle distance se trouvent deux points dans l'espace ou dans le temps. Et cette chose-là fait que l'objet, oui, a une forme bien définie. On est dans ce qu'on appelle le groupe des déplacements, c'est-à-dire qu'on définit l'égalité de deux objets par le fait qu'on va les déplacer les uns par rapport à l'autre pour essayer de les faire se recouvrir en utilisant les translations, les rotations, les réflexions miroirs. Et toutes ces opérations ont la caractéristique qu'elles ne changent ni la taille ni la forme. Donc là, on conserve les distances, on est dans ce qu'on appelle donc une vision métrique du monde. Et cette vision métrique du monde, c'est celle qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Partout où on mesure, on étalonne, on fait des mesures et où on s'exprime donc par corollaire par des nombres réels. Des nombres réels. Ouais. C'est-à-dire des nombres qui peuvent être pas forcément des entiers, mais on peut avoir des fractions, ou même des nombres irrationnels. C'est ce qui se passe, dont j'en parlais tout à l'heure, le drame des Grecs qui découvrent que la diagonale du carré est irrationnelle, c'est racine de 2. Si on prend deux carrés qui sont un carré qui a donc deux côtés égaux, la diagonale n'est pas en rapport simple avec ses côtés, il faut introduire un nombre racine de 2 qui est 1,414, et puis le développement s'arrête jamais. Donc là, on est face à ces nombres réels qu'on peut fractionner à volonté, qui donnent la notion de continuité. C'est-à-dire qu'entre deux points, on peut toujours trouver un autre point, et ça va jusqu'à l'infini. Donc on est dans un monde continu, métrique, mesurable, quantifiable, avec des nombres. Et c'est comme ça qu'on gère un compte en banque, c'est comme ça qu'on gouverne, c'est comme ça que certains médecins vous traitent. Sur le plan métrique, on va mesurer la concentration de telles molécules qui s'expriment avec un chiffre réel, etc. Donc on a tout ce qui est continu et qui s'exprime avec ces nombres réels. Ok. La topologie. Alors la topologie, c'est quand on définit la notion d'équivalence, non plus avec le groupe des déplacements, qui ont la caractéristique de garder les formes et les tailles, mais avec un groupe plus général, qui sont appelle des homéomorphismes, qui sont donc, on s'autorise la déformation des objets. C'est-à-dire qu'on considère que l'objet, sa forme ou sa taille n'a pas d'importance. On veut comprendre sa structure, quelle que soit sa forme et quelle que soit sa taille. Et donc, quand on se pose ce genre de questions, on est dans ce qu'on appelle la topologie. C'est-à-dire, topologie veut dire topos, la dérive du grec topos et du grec logos. Donc, il veut dire topos c'est le lieu, logos c'est la science, donc c'est la science du lieu. C'est-à-dire qu'on veut comprendre le lieu où on est, mais pas avec la notion de distance, avec ce qu'on appelle la notion de voisinage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est autour de moi, sachant que cette notion de voisinage ne va pas s'exprimer par un nombre réel, mais par un nombre entier. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans une foule, et que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Si vous êtes en approche métrique, vous allez prendre une personne et vous allez mesurer la distance qui vous sépare de cette personne. À ce moment-là, elle va s'exprimer par un nombre réel parce que vous êtes à 3,43 mètres de la personne. Quand on passe en vision topologique, on se fiche que la personne soit à 3,43 mètres ou qu'elle soit à 2 mètres, ça n'a pas d'importance. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas. Donc vous allez simplement compter combien il y a de gens autour de vous. Et à ce moment-là, vous utilisez forcément des entiers parce qu'il n'y a pas de demi-personne. Ou la personne, où vous avez un voisin dans une personne où cette personne n'est pas là. Et donc forcément, vous voyez apparaître une des premières grandes propriétés topologiques, qui est ce qu'on appelle la connexité. La connexité, c'est tout simplement le nombre de parties que vous pouvez identifier dans votre système. Et ces parties, on se fiche de leur forme, on se fiche de leur distance. Ce qui compte, c'est qu'on les considère comme faisant partie de l'ensemble. Voilà pourquoi on peut affirmer que nous sommes composés à 99% d'eau, puisque là,
ces Alors c'est là où termes on arrive sur topologiques. l'aspect topologique, c'est-à-dire que si on regarde sur le plan métrique, on va se dire, chaque molécule d'eau est entourée de 4 molécules d'eau, c'est ce qu'on trouve dans la science, puisqu'il y a 2 hydrogènes pour faire le fameux pont, et puis il y a 2 doublés électroniques pour accepter 2 hydrogènes, ce qui fait 4 voisins. Ça, c'est l'aspect topologique. Ouais. Et l'aspect métrique, c'est de savoir à quelle distance ils sont et avec quel angle ils sont. Ouais. Donc, mais déjà, avec l'angle, on est déjà dans une propriété qui est un petit peu plus ambiguë, qui est à la fois métrique et topologique. La distance, elle, ce fameux angle-là. Oui, parce que l'angle... Qui est, si j'ai bien compris, indestructible. Enfin, sinon, il faut y mettre une énergie. C'est pas ça, c'est que incroyable. sur un plan topologique, l'angle obéit à un autre groupe de transformation. Si mes souvenirs sont bons, c'est le groupe des groupes où on garde la forme. C'est-à-dire qu'on s'autorise des changements de taille, mais on ne s'autorise pas des changements de forme. Ok. Donc ça, on est déjà dans un autre type de groupe, parce que pour chaque groupe de transformation qu'on s'autorise, on a une topologie particulière. Donc la topologie la plus générale, c'est celle où on fait varier à la fois la forme et la taille, auquel cas des angles et des distances ne comptent pas. Oui, ça c'est important en fait. Par exemple, le vortex... le vortex dont on parlait avec Richard Haas, c'est un concept vraiment topologique, puisque c'est une forme qui apparaît quelle que soit la taille, mais là on a une conservation de la forme. Oui. C'est-à-dire que la forme est toujours identifiable. Le vortex, tout le monde le reconnaît dès qu'il le voit, que ce soit dans une galaxie ou que ce soit dans un modeste ver de terre. Alors revenons à ce que tu disais. Donc tu as découvert ces fameuses journées toulousaines de l'eau. Donc cette conférence. Voilà. Parce que quand on est en topologie, forcément, on est amené à travailler avec des concepts qui sont en fait de façon assez paradoxale. Moi, j'étais très surpris de ça parce qu'on n'a aucune formation en topologie en sciences. Donc on découvre ça comme ça sur le tard. Moi, j'ai découvert ça donc à 50 ans. Et on vous découvre qu'on vous a caché un truc vraiment très important. Et que, là, j'en veux beaucoup à mes enseignants. Mais est-ce qu'eux-mêmes le savaient ? Ben non. Mais, voilà, mais quelque part, le système éducatif me semble fait pour qu'on parle des choses, et si possible des choses intéressantes, et pas des choses particulières qui peuvent être intéressantes en soi, mais qui sont finalement moins intéressantes que justement, quand on a cette vision topologique, c'est là où les choses deviennent intéressantes, parce que on travaille avec des entiers et plus avec des réels. Donc ça devient simple. Et paradoxalement, cette simplicité nous est refusée en éducation. On ne parle que de métriques, des intégrales, des dérivés, des choses comme ça. Alors on sait calculer les intégrales, on sait dériver, résoudre des équations différentielles, mais on ne parle jamais de l'aspect topologique de la chose. C'est-à-dire que derrière ces intégrales, ces équations différentielles, il y a une topologie qui est sous-jacente. Et cette topologie, évidemment, elle est intéressante parce qu'elle se définit avec des choses entières. Alors, on va prendre donc quelques exemples de notions topologiques, et c'est là où j'ai été complètement surpris de voir qu'en fait, le langage de la vie de tous les jours est topologique. C'est-à-dire qu'on fonctionne en fait avec la topologie et pas avec la métrique. Donc, la métrique, c'est un truc de technicien et d'ingénieur, et ce n'est pas la façon dont Monsieur Tout-le-Monde aborde la réalité. Monsieur Tout-le-Monde aborde la réalité avec des entiers et avec des concepts topologiques. Et sans le savoir. Et évidemment, comme Monsieur Jourdain, sans le savoir. Donc c'est pour ça que, grâce à ce podcast, je vais essayer de vous expliquer. Alors, on va prendre, donc, je vous ai déjà dit, le premier concept topologique, c'est la notion de connexité. C'est-à-dire que vous allez prendre une collection d'objets et vous allez définir la connexité, c'est-à-dire si je prends un objet, combien d'autres objets sont dans son voisinage, indépendamment des angles, des distances, simplement. On a le droit de mettre la frontière où on veut, aussi loin qu'on veut. Et j'ai déjà dit un deuxième concept topologique, c'est le mot frontière. Quand vous prenez tracez une figure, par exemple un cercle, puisqu'on parlait tout à l'heure du zéro, tout ça est parfaitement logique. Une fois que j'ai tracé ce zéro sur le papier, j'ai l'intérieur et l'extérieur. Et tout le monde sait ce que c'est que l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est un concept justement de départ de la science de la topologie. C'est qu'une fois qu'on a une collection d'objets, il y a des objets qui vont être à l'intérieur et il y a des objets qui vont être à l'extérieur. Et
ce qui n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur s'appelle la frontière. Et on le voit très bien que... Et oui, la frontière, le trait... Là, c'est ce qui est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Oui, exact. On a même tendance à pas le voir, finalement. Si, je veux dire, quand on est en France, on le voit très bien. On va pas le prendre en compte, je veux dire. La frontière, c'est un peu le... Non, mais la frontière est quelque chose de tellement naturel. On a tellement l'habitude de voir des frontières, on en voit partout. Quand vous regardez un objet autour de vous, il y a une frontière. Il y a ce qui est l'intérieur de l'objet et l'extérieur. Et de savoir que cette notion de frontière, elle est topologique, parce que justement, comme on va déformer l'objet, il va se comporter comme une balle de caoutchouc. Ce qui va rester, c'est toujours la frontière. Tout ce qui est à l'intérieur peut bouger de place, peut changer d'endroit. On va bouleverser complètement la métrique, mais la frontière, elle reste. Parce qu'il y aura toujours un extérieur. On sera toujours soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Une autre notion topologique, et c'est là où on va trouver l'eau, parce que jusque-là, l'eau n'est pas forcément très visible, c'est la notion de trou. On y revient. On y revient, c'est-à-dire qu'en topologie, le nombre de trous est un invariant topologique. Quand vous prenez un objet et que vous autorisez de le déformer comme vous voulez en forme et en taille, si vous êtes dans le groupe des homéomorphismes, il y a d'autres groupes, encore plus généraux, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais on va rester dans le groupe des homéomorphismes, c'est-à-dire des transformations qui permettent de changer la taille et la forme. Le nombre de trous ne peut pas changer. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de déchirer, de coller. Tout ce que vous pouvez faire, c'est déformer. Et à ce moment-là, si vous avez un trou, il sera tout le temps là. On ne peut pas détruire le trou. C'est un invariant topologique. C'est le groupe des homéomorphismes. Des groupes. Alors, on travaille donc dans le groupe des homéomorphismes, c'est-à-dire qu'on s'autorise toute transformation qui change la forme, la taille, mais qui conserve le nombre de trous. Donc, si on part d'un objet qui a 2 trous, ben on aura ces 2 trous quoi qu'on fasse. Donc, c'est le célèbre exemple de la feuille de papier. Donc, on a eu une petite discussion avec un ami là. Soir, on lui a présenté une feuille de papier en lui demandant combien il y avait de trous dans cet objet. C'est vraiment l'approche topologique par excellence. Quand on voit un objet, au lieu de regarder la matière, on regarde là où il n'y a rien. Exact. C'est ça qui est important. Il n'y a que ça qui va rester. Donc au lieu de se focaliser sur là où il y a des atomes et des molécules, on va regarder là où il y a des trous. C'est vrai qu'il ne s'est pas autorisé de modifier la forme. Voilà. Il s'en est tenu à la forme que je lui ai proposée. À la forme que l'on a proposée, c'est-à-dire qu'il est dans le métrique. Ouais. Feuille de papier. Il travaille avec le groupe des déplacements où on s'autorise que des rotations, des translations et des réflexions, qui est un groupe très pauvre finalement, qui est le groupe de l'approche métrique. Donc, quand vous prenez cette feuille de papier et qu'on s'autorise de la déformer, on voit très bien qu'on peut la transformer en un cylindre, simplement en la roulant sur elle-même, et qu'à ce moment-là, on voit bien qu'un trou, c'est quelque chose où on peut passer la main continuellement sans déchirer l'objet. Donc on voit que la feuille de papier, bien qu'elle soit plane, c'est un objet à un trou. Et ceux qui fument des cigarettes, par exemple, utilisent ce principe de topologie de la feuille de papier. Voilà. Et donc on a cette notion de un trou qu'on va retrouver d'ailleurs avec le tore, donc qui est un anneau avec un trou. La sphère, elle, est une forme sans trou. Et tous les objets, en général, qu'on a autour de la vie, si vous regardez un objet dans une pièce, 9 fois sur 10, c'est une topologie des sphères. Ce sont des objets sans trou. C'est-à-dire que la technique se caractérise par pas de vide. On fait des objets sans trou. Les seuls qui vont faire des trous, ce sont des choses vivantes. Les choses mortes, en général, n'ont pas de trous. Et ce qui est intéressant, c'est que plus il y a de trous, plus l'objet commence à être intéressant. Alors si on prend par exemple le bretzel, puisqu'on a là, c'est un objet à 2 trous, en fait, même si on en voit 3. Et ça, c'est le problème de la topologie, c'est qu'il y a des trous qui ne sont pas forcément indépendants. Donc, le premier grand jeu du topologiste, quand il est autour de lui, c'est quand il voit un objet, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cet objet reste identique à lui-même quand je change la forme ou la taille d'observation ? Si oui, c'est qu'on a déjà un concept topologique, et ensuite, combien cet objet a de trous ? Alors c'est là où ça nous amène à l'eau. Comment moi je suis venu à ça, à cette topologie, c'est que donc l'eau, d'après ce que nous apprend la science, est un réseau fluctuant de liaisons hydrogènes. Donc une espèce de grande gelée avec
tas de connexions. Chaque molécule d'eau est toujours entourée en moyenne de 4 autres molécules d'eau. Et toutes ces liaisons fluctuent, ce qui fait que sur le plan métrique, c'est impossible à décrire. Par contre, sur le plan topologique, c'est beaucoup plus facile, parce que là, on peut dire que le liquide, chaque molécule d'eau est en voisinage de 4. Et quel que soit ce qui arrive aux liaisons, ça c'est de la matière, c'est de la métrique, on s'en tape. Ça n'a pas d'importance, ça se déforme, ça change. Topologiquement, la molécule d'eau est un objet à 4 bras. Enfin, plus exactement 2 bras et 2 jambes. Parce qu'il n'y a pas une parfaite équivalence entre les deux, ce qui donne toutes les propriétés et l'anomalies de l'eau liquide. Donc on a dans l'eau cette facilité si on veut décrire la structure de l'eau en topologie, c'est très facile, alors qu'en métrique, c'est quasiment impossible. Ensuite, quand on arrête le système, on arrête le mouvement, on fait ce qu'on appelle en cinématographie un arrêt sur l'image, sur le droit, figé comme ça temporairement. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des zones où l'eau forme des cycles. Et qu'est-ce que c'est qu'un cycle? C'est un objet à un trou. Et puis des endroits où l'eau forme des chaînes. On revient à notre serpent qui se noie un peu, le serpent qui se déplie. Mais maintenant on est passé sur le plan topologique. Donc le serpent qui est déplié n'a pas la même topologie que le serpent qui se mord avec l'eau. Topologiquement, lui, il n'a pas de trou. Il est assimilable à une sphère sur le plan de la topologie, alors que le cluster cyclique, lui, est topologiquement différent. Et il y a une grande loi de la topologie, c'est que quand on fait apparaître ou disparaître des trous, c'est qu'on n'a plus le droit aux homéomorphismes. Il faut prendre un autre groupe de transformation qui est le groupe des déchirements. C'est-à-dire qu'on s'autorise à percer l'objet, à faire un trou. Et ça, c'est encore, à ce moment-là, on perd l'invariance en nombre de trous. Donc, le nombre de trous peut être créé, des trous peuvent disparaître ou apparaître. Donc on n'est plus, le nombre de trous n'est plus un invariant du système. Ce qui reste à ce moment-là un invariant du système, c'est la notion de fermeture. Donc la notion de frontière qui, elle, reste toujours pertinente. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intérieur et un extérieur. Garde ça. Et la dernière transformation topologique qu'on peut imaginer, c'est quand on enlève cette frontière. À ce moment-là, il n'y a plus ni intérieur ni extérieur, et là, on a carrément dispersé l'objet. Sauf, la dernière chose qu'on peut encore conserver, c'est aussi la notion de connexité, c'est-à-dire que même si on a détruit les frontières, il peut rester le fait que le voisinage reste toujours là. Donc on voit très bien comment on peut en topologie s'autoriser des actions de plus en plus destructrices sur l'objet, avec une transition très nette entre les homéomorphismes qui ont la caractéristique de ce qu'on appelle la réversibilité. C'est-à-dire qu'avec un homéomorphisme, une fois qu'on a déformé, on peut toujours revenir en arrière. Et comme on a gardé le nombre de trous constant, le système revient à son état d'équilibre. On a ce qu'on appelle une transformation réversible. Alors qu'avec les groupes de déchirement ou d'éclatement de l'objet, là c'est irréversible. Parce qu'une fois qu'on a fait un trou dans un objet, on ne peut plus en faire. On a créé un trou, c'est une action irréversible. Donc ce qui est bien, c'est que la topologie intègre naturellement la notion d'irréversibilité et de réversibilité au niveau des transformations que le système peut subir. Et ça c'est fondamental, parce que la science aujourd'hui a d'énormes problèmes à traiter l'irréversibilité. Tout le formalisme scientifique, que ce soit la mécanique quantique ou que ce soit la relativité générale, fonctionne de façon réversible. Et si vous regardez comment fonctionne un être vivant, c'est quelque chose qui est assez amusant, parce qu'un être vivant, enfin une cellule vivante, passe son temps à créer des trous et à les refermer. Oui, donc la cellule, lorsqu'on regarde comment elle fonctionne, non pas de façon statique comme dans les livres de biologie, mais de façon dynamique, c'est-à-dire ce que c'est qu'une cellule vivante, on voit une membrane qui est une frontière. Donc on voit clairement qu'on a à l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. C'est pour ça que la biologie, elle, fonctionne qu'avec de la topologie. La métrique a limite un peu d'importance, et de temps en temps, on voit cette membrane qui se perce, ça s'appelle un canal, qui s'ouvre.
pour laisser passer quelque chose et ensuite qui se referme. Donc là, on a l'autre notion importante de topologie, qui est la notion d'ouverture et de fermeture. Lorsqu'on prend un système qui est clos par une frontière avec un intérieur et un extérieur. Un extérieur et un extérieur. Un intérieur et un extérieur, Ouais. avec la frontière qui fait la séparation entre les deux. Ce qui se passe à l'intérieur est relativement déconnecté de ce qui se passe à l'extérieur. Si jamais on fait un trou dans la structure, et c'est faire un trou, vous le faites tous les jours, chaque fois que vous êtes dans une pièce fermée et que vous ouvrez une porte, vous avez une transformation topologique qui est faite, puisqu'on est passé d'une pièce qui avait 0 trou à une pièce qui avait un trou maintenant. Et le simple fait, c'est à ça qu'on reconnaît qu'on a un concept topologique, c'est que le simple fait d'avoir ouvert la porte, c'est que maintenant tout peut arriver. C'est-à-dire qu'il y a des tas de transformations qui avant n'étaient pas possibles, du fait que la porte était fermée. Le fait de l'avoir ouverte va faire que le système va changer complètement de comportement. Et ce, même pas de façon locale. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir ouvert la porte là, ça c'est de la métrique, c'est le fait que la porte soit ouverte, quel que soit le point à l'intérieur du système, comme il y a une porte qui est ouverte, tout point est concerné instantanément, à tout moment, par l'ouverture de cette porte. C'est-à-dire qu'on a cette notion de non-localité. Et là, on tombe sur une notion qui pose énormément de problèmes actuellement à tous ceux qui font de la mécanique quantique, c'est qu'on sait que la mécanique quantique est une science non locale. Non local. Ouais, c'est-à-dire que quand on a deux particules qu'on met en contact à un moment donné, ces particules restent liées instantanément, quelle que soit la distance. Donc on voit très bien que la mécanique quantique possède des aspects topologiques, que la topologie permet d'expliquer très facilement, alors qu'elle s'acharne à rester dans une métrique qui est l'équation de Schrödinger et qui va donner cette notion de réduction du paquet d'ondes, qui elle est une opération métrique. Si on pense la mécanique quantique comme une science topologique, en plus c'est une évidence quand on sait que la notion de quanta veut dire nombre entier. Ah oui. C'est clair que la mécanique quantique doit s'exprimer dans un cadre topologique et non pas dans un cadre métrique, c'est-à-dire qu'il faut dépasser cette équation de Schrödinger, il faut aller au-delà. Et les outils pour ça, c'est le calcul différentiel extérieur de Cartan, qui permet justement de généraliser le calcul tensoriel, le calcul différentiel, d'aller au-delà, de travailler avec des espaces sans normes, sans métrique, où là on va probablement faire de la bonne mécanique quantique, mais ça, très peu de gens travaillent dans cette direction. Donc on va retrouver dans l'eau, si on veut décrire ce que c'est que l'eau ou la matière vivante, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue topologique, alors que c'est l'enfer d'un point de vue métrique. Et ça donne évidemment des idées, parce qu'une cellule, un milieu vivant, est soumis à des phénomènes irréversibles, évidemment, qu'on appelle le vieillissement. Ça aussi, ça se traite très bien dans un cadre topologique. Il y a un groupe de transformation qu'on peut associer au vieillissement des structures. Tout ça nous amène évidemment à ce qu'on a discuté la première fois. C'est que est-ce qu'on ne pourrait pas soigner de façon topologique? C'est-à-dire que si la médecine, au lieu de regarder simplement l'aspect métrique de la cellule, regardez les relations topologiques qu'on les composants cellulaires avec eux, il est clair que toute altération dans la connexité ou toute altération dans l'ouverture ou la fermeture, dans une des propriétés topologiques de la matière vivante, peut se traduire par un dysfonctionnement. Auquel cas, on aurait des maladies métriques et des maladies topologiques. Sachant que les maladies métriques sont relativement faciles à soigner, parce que comme c'est forcément local, en fonction de la distance et de la forme, on voit tout de suite le problème. Donc là, on peut avoir une approche, disons, allopathique, qui va relativement bien fonctionner. Mais par contre, si le mal est topologique, c'est-à-dire que si c'est un organe qui va mal parce qu'un autre organe, en apparence très loin, mais qui est topologiquement relié à cet organe, si ce lien dysfonctionne, là, l'approche métrique est une catastrophe, parce que l'approche métrique raisonne en localité, donc elle va essayer de traiter un organe localement, alors que le mal vient d'une connexité qui est défaillante.
Donc là, il faut amener des remèdes topologiques. C'est-à-dire des remèdes qui traitent la totalité sans faire de distinction locale. Et quand on regarde la pharmacopée, il est clair qu'on tombe sur ces techniques dites énergétiques, de médecine alternative, que ce soit l'homéopathie, l'acupuncture, la psychologie, qui sont toutes des thérapies de l'être global, et non pas de l'être local de l'organe. Donc c'est là où on voit qu'il est important que la médecine joue sur tous les tableaux, et pas simplement sur l'aspect métrique des choses. Le fait d'initier les médecins à la topologie, qui pourrait être semblé au départ une science mathématique assez ardue, puisqu'elle est réservée, comme je le disais, dans la formation à ceux qui font des masters de mathématiques, il serait bien que cette science soit en fait enseignée le plus tôt possible, pour que l'on puisse comprendre comment fonctionne vraiment une cellule. Enfin, moi, c'est ma façon de voir la chose. Une cellule fonctionne plus par sa topologie que par sa métrique. Moi, ce qui me viendrait quand tu me dis ça par rapport à la topologie, donc on s'autorise à envisager l'objet dans des formes différentes de celles proposées, ça correspond à l'élasticité de l'eau. Oui, ça correspond à l'élasticité de l'eau, mais aussi de toutes les organites cellulaires sont toutes plastiques. Une mitochondrie, un pore nucléaire, une molécule d'ADN, tout ça sont des objets qui se déforment sans cesse. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se déforment, cette approche métrique qui a tendance à privilégier les solides, puisqu'à partir du moment où on est dans le groupe de déplacement, les formes sont rigides et solides. Donc toute cette science du fluide, qui est la topologie, évidemment, prend un aspect extrêmement important. On retrouve un peu cette notion de mouvement, finalement. Bien sûr, le mouvement, c'est ce qui déforme le solide. C'est vrai que là, tout d'un coup, à t'entendre, on envisage bien mieux cet aspect vivant, c'est-à-dire que c'est tout le temps différent, parce que souvent, parfois, tu parlais dans les 2 premiers podcasts de cette vitesse à laquelle, tu parlais de nanosecondes, même de picosecondes, enfin on est dans des rapidités de changement d'état de la molécule, d'eau en l'l'occurrence. Oui, mais tu vois, le simple fait de dire seconde, le simple fait de dire seconde, on oublie pico. Oui. Veut dire que tu te réfères à une horloge. Ouais. L'horloge qui est dans le métrique. Ouais. Donc, c'est bien ça le nœud du problème, c'est d'échapper à ça. Oui, c'est-à-dire de l'utiliser tout en ayant une notion, une vision topologique. Qu'est-ce qu'on en a à faire que ça dure 10-12 secondes? On est dans la métrique. C'est un aspect métrique de la réalité. Ah, moi je l'utilisais pour voir justement ce côté où ça se transforme tout le temps, quoi. C'est tout le temps. Oui, mais cette notion de transformation, tu n'as pas besoin de donner une échelle de temps. Ouais. La notion de transformation, le mouvement, n'a pas besoin de temps, peut-être de secondes pour s'exprimer. Le mouvement est un concept topologique où tu es en mouvement ou tu n'es pas. Après, le fait qu'on ait des horloges pour mesurer la vitesse, ça c'est autre chose. On est passé déjà dans J'ai envie de te dire qu'à la limite, ça ne fait que confirmer justement cet aspect tout le temps en mouvement. Oui. Voilà, c'est pour ça que je pointais là-dessus. Alors, c'est le mouvement, c'est ce qu'on appelle aussi la dynamique, c'est tout ce qu'on disait au premier podcast, qu'il faut toujours... C'est très dur, puisque toute la formation qu'on a nous met dans la métrique et l'immobilisme, le statisme, dans ce groupe de déplacement qui est extrêmement pauvre. Et on a l'habitude de s'exprimer à l'aide de ces concepts-là, ce qui fait qu'on ne saisit que 1 à 2% de la réalité. Donc ça serait cohérent que finalement, puisque, si j'ai bien compris tout ce que tu as dit par rapport à la science et la topologie, qui est plutôt réservée aux mathématiciens, on va dire, en tout cas Enfin, la discipline qu'on appelle topologie, oui, est enseignée au niveau master de mathématiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on apprend pas ça, même en physique ou en chimie. Donc, un élément comme l'eau dont sa caractéristique première, c'est d'être du mouvement, effectivement,
peut-être pour quelqu'un qui est dans le métrique, l'eau échappe complètement. Toujours échapper, c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, l'aspect métrique ne peut pas saisir une réalité fondamentale de l'eau, qui est cette plasticité. Il faut vraiment passer en vision topologique, et ça on le voit bien dans la méthode scientifique. On a une approche scientifique dès qu'on sait identifier des invariants. À partir du moment où il y a des choses qui se déforment et des choses qui, malgré ces déformations, restent invariantes, on peut faire de la science. Donc dans l'eau, si on applique cette maxime scientifique, ça veut clairement dire qu'il ne faut pas voir l'eau sous son aspect métrique, parce que ça se déforme tout le temps, et qu'il faut écrire quelque chose à un instant T, puis à un instant T, puis à un instant T, il faut tout changer, tous les chiffres. C'est ingérable. Il faut s'intéresser à ce qui reste invariant malgré les déformations. Donc il faut faire de la topologie. C'est la seule façon de comprendre, d'espérer pouvoir comprendre ce qui est. Et après, vu que la nature répondrait, je dirais, et donc l'eau, à cet aspect à de la topologie, on peut comprendre que, en termes de connaissances, qui est plus lié finalement à du métrique, il est difficile pour un scientifique ou un non-scientifique, puisque finalement, dans notre quotidien, nous fonctionnons par la pensée, nous fonctionnons dans le métrique, puisqu'on est dans le comparable, on est dans le mesurable, on est dans tout ce genre de choses-là. Disons, je dirais que dans tout ce qui est technique, on fonctionne dans le métrique, mais dans la vie de tous les jours, on fonctionne dans le topologique. Oui, mais sans le savoir. Quand on achète des pommes, on peut être métrique en disant j'ai pris 1 kilo de pommes, on peut être topologique en disant j'ai acheté 6 pommes. Ouais. Et c'est plus simple de dire j'ai 6 pommes qu'1 kilo. Parce qu'en fait, si on pèse les pommes, on ne sera pas 1 kilo, on sera 1 kilo, 3 ou à 0,98. C'est le problème du métrique. Le problème du métrique avec, quand on demande 1 kilo de pommes au commerçant, il est incapable de vous satisfaire. Il pourrait vous satisfaire que topologiquement, en vous mettant 5 ou 6 pommes. Ça, c'est un bon exemple. Ouais. Ben oui. Non mais, il faut bien voir que dans la vie de tous les jours, l'homme est fait naturellement pour être dans le topologique. Oui, mais je ne reviens même pas là-dessus, puisque qu'il le veuille ou pas, de toute façon, son corps fonctionne dans le topologique. Donc, à la limite, c'est comme respirer, il n'a rien à y faire, il va respirer. Non, c'est plutôt d'appréhender cette réalité, et c'est là où ça devient difficile pour l'individu, c'est-à-dire qu'il est obligé par rapport au fait qu'il aborde les choses par la pensée, qui est plutôt de l'ordre du métrique. Oui. Donc ça lui est difficile d'appréhender ça, donc il faut qu'il... Alors, oui, mais il y a des façons de lutter contre ça. Si on est dans le métrique, c'est parce qu'on regarde l'aspect matériel des choses. C'est-à-dire qu'on regarde là où il n'y a pas de vide. Quand on a un objet en face de nous, on peut le regarder de deux façons. Souvent, comme tu dis, un regard métrique, et toute notre formation nous déforme à ça. Ah oui. À avoir ce regard métrique, c'est-à-dire quand on prend l'objet, on va dire, bon, là il y a, je sais pas, on va prendre le corps humain, là il y a un genou, là il y a un bras, ça c'est métrique. On regarde localement. Et encore, t'es simple, hein. Oui. On peut aussi regarder topologiquement, c'est-à-dire que ma bouche et mon anus forment un trou. Non mais... Et en fait, si on réfléchit un petit peu, c'est comme ça que ça s'est passé en réalité. C'est-à-dire que le premier organisme avait une bouche et un trou. Il y avait le grand saut topologique, ça a été de faire apparaître ce trou continu qui va de bouche à l'anus. Et oui, et là, c'est vraiment un trou, oui. Bah oui. Et oui. Et ce trou communique, on le voit bien, parce que ce qu'on mange d'un côté, on le mange. Mais là, on est bien dans la topologie, c'est-à-dire qu'on se fiche de savoir qu'il y a des bras, des jambes. L'homme, c'est quoi? C'est un tube. Et là, on est vraiment dans la topologie, on touche la réalité même de ce qu'est l'homme. C'est d'abord un tube, avec une ouverture d'un côté, un truc pour ressortir de l'autre. Et en fait, quand on dit l'homme, c'est parce qu'on est encore trop quand on s'en fiche, n'importe quelle cellule fonctionne comme ça.
Ça a été un énorme pas d'inventer la bouche et l'anus. Et la bouche et l'anus, topologiquement, ce sont des trous. Eh oui. C'est ça qui est important, c'est de s'entraîner dans la vie de tous les jours. Prenez n'importe quel objet, et au lieu de regarder ce qui fait l'objet, c'est enlever toute la matière pour se limiter à ce qui est essentiel, qui est combien il y a de trous. Et c'est là où on tombe, évidemment, tout de suite, on comprend que ce qui est important, c'est le vide. Parce que le trou définit, évidemment, un espace vide. Et bien là, se poser la question, ce vide qui est entouré de matière, a-t-il des propriétés du vide, et du vide au sens du néant, rien, ou le fait qu'il est entouré de matière ne lui confère-t-il pas certaines propriétés, parce qu'on sait que topologiquement, ce vide, ce trou est fondamental. Donc c'est ça qui me plaît dans la topologie, c'est qu'on arrive tout de suite sur le nœud, le truc essentiel, c'est là que tout se passe. C'est-à-dire que le vide, la vie, c'est d'abord un problème de vie, ce qui se passe à l'intérieur d'un trou. Plus que ce qui est en périphérie, qui peut être très intéressant, savoir comment les génies se replient, c'est très intéressant. Ça donne de la métrique, on peut y passer des années d'études pour étudier les mécanismes de repliement du jour, mais ça ne nous apprend pas ce que c'est qu'un être humain. Ce que c'est que de la vie. Pour comprendre que c'est que la vie, il faut aller dans le néant, enfin, pas dans le néant, dans le vide, qui est créé par la structure matérielle, parce que ça, c'est aussi ce qu'il faut voir, c'est que ce vide ne peut être défini que parce qu'on a de la matière. S'il n'y avait pas la matière, il n'y aurait que le vide. Et c'est là où ça devient intéressant de passer en vraie topologie mathématique, parce que lorsqu'on applique donc l'outil mathématique de topologie qui s'appelle le calcul différentiel extérieur du carton, qui a été mis au point, donc qui est l'outil à appliquer au lieu du calcul, le calcul différentiel intégral, qui est analytique et qui dans le métrique ne s'applique que quand on a de la matière. On ne peut pas appliquer ça sur du vide, parce que les intégrales, les dérivés divergent. Par contre, on a un outil qui s'appelle le calcul de produit extérieur et le calcul différentiel extérieur, qui a été créé au début du XXe siècle par Élie Cartan, pour traiter justement ces problèmes de vide, pour traiter le vide. Et quand on prend le vide, on voit très bien que ce qu'on appelle le vide physique, et non pas le vide mathématique, qui est là du tout, le vide physique a une dimension topologique de 4. Et puis d'avoir une dimension topologique de 4, ça veut dire qu'on peut définir dedans, on peut faire des actions physiques, on peut faire par exemple propager une onde lumineuse. C'est effectivement ce que fait le vide. Donc elle ne peut pas faire ça s'il n'y avait rien dans le vide. Elle le fait parce que le vide a une dimension topologique de 4 qui autorise des actions différentielles, de la torsion et de la chiralité. C'est ce qui fait la signature d'une topologie 4. De dimension 4, c'est-à-dire qu'il faut au moins 4 concepts de base pour définir la structure du vide. Il ne peut pas en avoir 3, évidemment, il en faut 4. À partir du moment où on s'est choisi 4 vecteurs de base, on peut commencer à définir ce qu'on appelle la structure du vide. Et ensuite, d'après ces théories, qu'est-ce que c'est que la matière? C'est tout simplement des défauts topologiques de dimension 3. Des défauts topologiques. Voilà, c'est-à-dire que dans le vide, de temps en temps, présente un défaut topologique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette dimension 4 naturelle, il se présente sous une topologie de dimension 3. Donc il faut que 3 vecteurs de base et non pas 4 pour décrire la réalité. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la matière. Ou le rayonnement, c'est la même chose. Et on a plutôt tendance à s'occuper plutôt de la matière. Ben voilà, on regarde le défaut topologique, puis on oublie tout ce qui est autour, qui est le vide, qui fait le lien entre ces défauts topologiques. Mais finalement, ça revient un peu à notre difficulté par rapport à l'eau et l'ADN, par exemple. On revient sur c'est là où on voit tout notre passé gréco-romain, cette peur du zéro. Ouais. C'est ça qu'on retrouve en fait. Les Grecs étaient terrifiés par le zéro parce qu'ils avaient l'impression que dans le zéro, le vide, se trouvait un anéantissement. Alors qu'au contraire, c'est l'inverse. Toute la richesse se trouve là. Et ce qu'on voit de matériel, il n'est qu'un petit défaut. Tout le reste est invisible et se trouve dans la réalité, dans cette structure de dimension 4 qui est le vide. Donc l'eau permet de comprendre
ça, parce que l'eau, justement, exploite ce vide. Donc ça, là, on est dans la théorie quantique des champs, pour comprendre ça, comment, justement, l'eau, via ce vide qu'elle génère par cette liaison hydrogène, qui est plus finie, même si ces liaisons hydrogène fluctuent, il y a toujours des trucs qui existent dans l'eau. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs aussi peu dense par rapport à la glace. Et même la glace elle-même a des trous topologiques. On ne peut pas imaginer l'eau sans trous. Le vide peut être polarisé, la structure du vide peut être polarisée par cette eau, ces gaines d'eau qui sont autour. On peut prendre de l'énergie au vide et donc stocker une information en même temps. Ce serait tout le sens. C'est là où on pourrait trouver donc, la base scientifique pour comprendre comment fonctionne une technique comme l'homéopathie, ou l'acupuncture d'ailleurs fonctionne aussi comme ça. On plante une aiguille à un endroit où il n'y a rien. Il n'y a rien, mais le fait d'avoir planté une aiguille là change complètement la structure du vide. Ça rétablit des choses. Donc c'est là où on voit que ces médecines dites énergétiques parallèles ne sont pas aussi folkloriques que ça. Elles font appel, si on a du mal à les imaginer, c'est parce qu'elles font appel à des théories qui sont extrêmement compliquées sur le plan mathématique, qui sont la topologie, le calcul différentiel extérieur et la mécanique quantique relativiste. Avec ça, c'est clair que, comme peu de gens le maîtrisent ces outils-là, on comprend que pour le grand public ou même pour la plupart des médecins, ça semble des méthodes complètement farfelues, qui n'ont aucune réalité scientifique, métrique. Parce que c'est vrai qu'elles ne fonctionnent pas dans la métrique. Donc ça c'est clair que si on prend une lunette métrique, en termes de calcul différentiel et intégral, ou si on regarde juste l'aspect matériel en liant le vide, on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne, puisqu'il ne fonctionne pas avec ça. Voilà, donc l'eau, forcément, de par sa structure, met sur cette piste. Il faut être à la fois métrique, bien sûr. On ne peut pas être tout le temps dans le topologique, parce que si on est tout le temps dans le topologique, les objets ont plus de forme, plus de taille. On est un petit peu perdu. L'état topologique, on en revient à ce qu'on disait au départ, serait en fait le paradigme. Ce monde où les objets, où la forme et la taille n'importe plus, on est en connexion instantanée avec l'univers, ça décrit aussi bien la mort, quoi. Qui serait en fait l'état normal. La mort où on retrouve, on passe dans le vide, on retrouve cette dimension 4, qui est très riche, qui n'est pas bien. On quitte ce défaut topologique pour passer à la dimension 4. Et la naissance serait l'inverse, c'est-à-dire la chute, on retrouve toute la mythologie de la perte de l'Éden, de Ève et de la pomme, tout ça qui serait donc le fait de devenir, de passer de dimension 4 à dimension 3, de n'être qu'un défaut dans l'univers topologique. On a perdu, parce que ce qui est intéressant dans la topologie différentielle de Cartien, c'est que quand on est en dimension topologique 3 ou 4, on est une topologie déconnectée. Déconnecté, ça veut dire qu'on a l'impression d'être seul, d'être isolé des autres. On est déconnecté. Donc on a perdu le lien. Alors ce lien, on l'a pas perdu, il est simplement plus visible. Ça donne, en termes totalitaires, cette notion d'ego. Cette notion d'ego est bien traduite par un défaut topologique de dimension 3. On s'accroche à ça, alors que c'est tout ce qui est autour qui est intéressant. C'est surtout la réalité, en fait. Parce que la réalité, comme nous l'apprend la mécanique quantique, et dans les interactions, les défauts entre eux, mais pas dans les défauts, même entre matériaux. J'aurais presque envie de te dire que c'est justement dans cette réalité qu'on retrouve ce chiffre entier, un chiffre entier en tout cas, la réalité est 1, alors que quand on est dans l'ego, la réalité est toujours partielle. Oui. C'est le propre de l'ego. C'est pour ça qu'il y a vraiment pas mal de similitudes, mais bon, après, ça pourrait donner d'ailleurs pourquoi pas l'objet d'un prochain podcast, puisque l'on arrive vers la fin. Oui, sauf que moi je ne suis pas compétent pour parler de l'ego. Ah ben là, je parlerai pas. Donc de compétences. Ce sera l'inverse. Non, mais en tout cas, de par des similitudes entre la topologie qui
tout ce que j'entends de la topologie se rapproche justement de cette conception de la réalité et sur laquelle c'est pour ça que j'ai mis dans ma fiche personnelle aussi cette belle phrase taoïste sur le courant et le dormant. Ah oui, bah ça, justement, l'ego c'est quoi? C'est de se voir. Ouais. Et si on est dans une structure qui est tout le temps en mouvement, on prend conscience qu'on n'est rien, on fait partie d'un flux, on est en connexion avec le reste. Pour avoir la notion qu'on est quelque chose, il faut avoir une structure qui s'est arrêtée, donc une eau stagnante. Ça, c'est très bien dit dans le proverbe taoïste que j'ai mis sur ma petite fiche. Merci Marc, on arrive vers la fin. Je rappelle encore une fois, donc, pour tous ceux qui voudraient poser des questions à Marc concernant ces podcasts, on a créé une adresse email exprès pour déposer ces questions. Je rappelle, c'est elive.marc.henri @gmail.com. Voilà.